En 1839, la plantation Fortune's Rest s'étendait sur 300 acres le long de la rivière James, en Virginie. Les champs de tabac ondulaient sous le soleil de juin, cultivés par 120 esclaves dont les chants mélancoliques rythmaient les journées de travail. Au sœur de ce domaine, trônait une demeure coloniale blanche, symbole de la richesse accumulée par 3 générations d'Emerson. James Emerson avait hérité de cette propriété à la mort de son père, 5 ans plus tôt. À 32 ans, il incarnait la respectabilité sudiste avec ses costumes impeccables, sa moustache soigneusement taillée et ses manières raffinées. Mais derrière cette façade se cachait un secret qui le rongeait chaque jour davantage. Un secret qui menaçait de lui arracher tout ce qu'il possédait. Le testament de son père contenait une clause que James avait d'abord jugée anodine. Pour conserver l'héritage, il devait produire un héritier mâle dans les 5 ans suivant son mariage. Passé ce délai, la propriété reviendrait à son cousin Edward, un homme que James méprisait profondément. Edward vivait à Richmond, où il dilapidait sa fortune au jeu et dans les maisons closes. L'idée que cet homme puisse mettre la main sur Fortune's Rest était insupportable. James avait épousé Deborah 3 ans plus tôt. Elle venait d'une famille bourgeoise de Norfolk, fille d'un armateur prospère. À 23 ans, Deborah possédait cette beauté délicate des femmes du Sud, avec ses cheveux châtains toujours impeccablement coiffés et ses robes de soie qui bruissaient quand elle traversait les pièces. Leur mariage avait été arrangé, comme il se devait dans leur milieu, mais les premiers mois s'étaient déroulés dans une harmonie relative. Puis le temps avait commencé à s'écouler sans qu'aucune grossesse ne se manifeste. Les mois devenaient des années. Deborah consultait des médecins qui prescrivaient des toniques inutiles. James faisait venir des spécialistes de Charleston qui hochaient la tête gravement avant de repartir avec leurs honoraires. Rien n'y faisait. La vérité, James la connaissait depuis toujours. Durant son adolescence, une fièvre typhoïde l'avait cloué au lit pendant des semaines. Il avait survécu, mais la maladie avait laissé des séquelles que les médecins avaient pudiquement qualifiées de délicates. James était impuissant, non pas incapable d'accomplir l'acte conjugal, mais incapable d'engendrer. Une stérilité que personne ne devait connaître, sous peine de ruiner sa réputation. Il restait 2 ans avant l'échéance fatidique. 2 ans pour produire un héritier qu'il savait ne jamais pouvoir concevoir. Deborah ignorait la réalité de sa condition. Elle se blâmait elle-même, persuadée que son propre corps était défaillant. James la laissait croire à ce mensonge, préférant qu'elle porte la honte plutôt que lui. Les lettres d'Edward commençaient à arriver plus fréquemment. Des missives hypocrites où son cousin prenait des nouvelles de sa santé, s'enquérait de Deborah, posait des questions insidieuses sur leur vie familiale. James déchiffrait parfaitement le sous-texte. Edward attendait, tel un vautour guettant sa proie. Les nuits d'insomnie se multipliaient. James arpentait sa bibliothèque jusqu'à l'aube, tournant en rond entre les étagères de livres qu'il ne lisait plus. Il buvait davantage, du whisky qui brûlait sa gorge sans apaiser son angoisse. Ses domestiques le voyaient changer, devenir irritable, explosif pour des broutilles. Deborah marchait sur des œufs, ne sachant jamais quelle humeur elle trouverait chez son époux. Un soir de mars 1839, alors que James contemplait ses champs depuis le balcon de sa chambre, une idée germa dans son esprit. Une idée monstrueuse qui le fit d'abord reculer d'horreur, mais plus il y réfléchissait, plus cette solution lui paraissait la seule viable. Il connaissait des histoires, des rumeurs qui circulaient dans les clubs pour gentlemen. Des planteurs confrontés à des situations similaires qui avaient trouvé des arrangements discrets, des esclaves utilisés comme reproducteurs pour assurer la descendance d'une lignée. L'idée était répugnante, mais James se convainquit qu'il n'avait pas le choix. Perdre Fortune's Rest signifiait perdre son statut, son influence, sa place dans la société virginienne. Il serait la risée du comté, un homme qui n'avait pas su préserver l'héritage familial. Cette humiliation lui était intolérable. James passa les semaines suivantes à observer ses esclaves avec un œil nouveau. Il cherchait un homme qui répondrait à des critères précis. Quelqu'un de robuste pour garantir la santé de l'enfant. Quelqu'un d'intelligent pour que personne ne soupçonne la supercherie. Quelqu'un de discret qui comprendrait les enjeux et garderait le silence. Son regard finit par se poser sur Emeka. Cet esclave de 26 ans travaillait comme forgeron sur la plantation. Grand, avec des épaules larges façonnées par des années de travail au marteau,
Emeka possédait une présence qui impressionnait. Mais ce n'était pas sa force physique qui avait retenu l'attention de James. C'était son intelligence. Emeka savait lire et écrire, compétence rare chez les esclaves, et officiellement interdite en Virginie. Son ancien propriétaire, un Quaker du Nord, lui avait enseigné ses rudiments avant de mourir et de voir ses biens dispersés aux enchères. James l'avait acheté 2 ans plus tôt lors d'une vente à Richmond. Emeka ne causait jamais de problème. Il accomplissait son travail avec une efficacité silencieuse, gardant ses pensées pour lui. Les autres esclaves le respectaient sans qu'il ait besoin d'imposer son autorité. Cette dignité tranquille, même dans les chaînes, faisait de lui le candidat idéal pour le plan de James. Restait à convaincre Deborah. Cette conversation serait la plus difficile que James ait jamais eue. Comment expliquer à son épouse qu'elle devrait partager sa couche avec un esclave? Comment présenter cette abomination comme une nécessité? Il attendit une soirée où il dînait seul. Les domestiques avaient débarrassé la table. Dans le salon, les lampes à huile projetaient des ombres dansantes sur les murs. Deborah brodait près de la cheminée, ses doigts maniant l'aiguille avec grâce. James se servit un verre de cognac, en vida la moitié d'un trait, puis se lança. « Nous devons parler de notre situation. » Deborah leva les yeux de son ouvrage. Elle connaissait ce ton. Celui qui annonçait une discussion désagréable. « Si c'est encore à propos de ma stérilité, James, je t'assure que je consulte tous les médecins que tu m'envoies. Je prends tous les traitements. Je ne sais pas quoi faire de plus. Ce n'est pas ta faute. » Les mots sortirent plus difficilement qu'il ne l'avait imaginé. « Le problème vient de moi. » Le silence qui suivit fut pesant. Deborah posa sa broderie, le visage pâle. « Que veux-tu dire? »« Je suis stérile. Je l'ai toujours su. La fièvre typhoïde, quand j'avais 15 ans. Les médecins avaient prévenu ma mère, mais elle n'a jamais voulu en parler. Je pensais que le temps, que peut-être... » Deborah se leva brusquement, renversant son panier à couture. Des bobines de fil roulèrent sur le tapis. « Tu le savais, depuis le début, et tu m'as laissé me blâmer pendant 3 ans. J'avais honte. Honte. Et moi alors, toutes ces femmes du comté qui me regardent avec pitié, ma propre mère qui me demande chaque mois si j'ai des nouvelles à annoncer, et toi tu savais. » James vida son verre. Il en versa un autre. « Il nous reste 2 ans avant que l'héritage ne passe à Edward. 2 ans pour produire un héritier. J'ai réfléchi à une solution. » « Quelle solution? Tu es stérile, James. Il n'y a pas de solution. Il y en a une. » Il but une longue gorgée. « Nous utiliserons un esclave pour concevoir l'enfant. Vol. » Les mots flottèrent dans l'air comme un poison. Deborah le dévisagea, incrédule. « Tu es devenu fou? C'est la seule façon. Personne ne saura. L'enfant naîtra dans notre lit, il portera mon nom. Nous conserverons Fortune's Rest. Tu me demandes de... avec un esclave? » Sa voix tremblait de rage et de dégoût. « Tu me demandes de me prostituer pour sauver ta plantation? Je te demande de sauver notre avenir, notre place dans la société, tout ce que nous avons. Ce que tu as, James, ton héritage, ta fierté. Tu es prêt à me sacrifier pour ça. » James se leva, s'approcha d'elle. Deborah recula. « Si Edward hérite de Fortune's Rest, nous n'aurons plus rien. Tu retourneras chez tes parents, déshonoré, sans le sou. Moi je serai ruiné. Est-ce vraiment ce que tu veux? Je veux un vrai mariage. Pas cette monstruosité que tu me proposes. Nous n'avons pas le luxe de ces sentiments. Il s'agit de survie. » Les jours qui suivirent furent un enfer. Deborah refusait de lui parler. Elle prenait ses repas dans sa chambre. Quand James tentait d'entrer, elle verrouillait sa porte. Mais James savait qu'il finirait par la briser. Il connaissait son point faible. Deborah avait grandi dans le confort. L'idée de retourner chez ses parents, de dépendre d'eux à nouveau, de voir son statut social s'effondrer, cette perspective la terrifiait autant que lui. Il laissa le temps faire son œuvre. Chaque jour qui passait rapprochait l'échéance. Chaque visite du cousin Edward, avec ses sourires narquois et ses questions insidieuses, rappelait à Deborah ce qu'il risquait en de perdre. Un mois après leur conversation, elle céda.
pas par acceptation, mais par résignation. Elle descendit un soir au salon où James lisait le journal. Très bien. Mais à une condition, une fois l'enfant conçu, cela s'arrête immédiatement. Et tu ne touches plus jamais à cet esclave. Tu le vends. Tu l'envoies loin d'ici. James acquiesça, sachant qu'il promettait n'importe quoi pour obtenir ce qu'il voulait. Je te le jure. James fit venir Emeka dans son bureau un soir de mai. L'esclave entra, chapeau à la main, le regard baissé comme on le lui avait appris depuis l'enfance. Il savait que quand le maître vous convoquait seul dans son bureau, cela signifiait rarement quelque chose de bon. Ferme la porte, assieds-toi. Emeka obéit, mal à l'aise. Les esclaves ne s'asseyaient pas en présence du maître. C'était contraire à toutes les règles. Ce que je vais te dire ne doit jamais sortir de cette pièce. Si tu parles, je te fais fouetter jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tu comprends? Oui, maître. James lui expliqua la situation. Pas tout, bien sûr, juste l'essentiel. Deborah ne pouvait pas avoir d'enfant. Il avait besoin d'un héritier. Emeka devrait partager le lit de sa femme jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. En échange, James lui promettait des privilèges, de meilleures rations, un logement individuel, peut-être même, un jour, la liberté. Emeka écouta sans broncher. Son visage ne trahissait aucune émotion. Quand James eut terminé, il garda le silence pendant de longues secondes. « Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas, maître ?»« Non, tu n'as pas le choix. Alors je ferai ce que vous demandez. » La première nuit fut un cauchemar. Deborah attendait dans sa chambre, vêtue d'une chemise de nuit blanche, les mains crispées sur les draps. James fit entrer Emeka, puis referma la porte derrière lui. Il alla s'installer dans son bureau adjacent, d'où il pourrait surveiller sans être vu. Emeka restait près de l'entrée, paralysée. Deborah ne le regardait pas. Elle fixait le mur opposé, les joues brûlantes de honte. Les minutes s'écoulaient dans un silence insoutenable. « Madame Emerson, La voix d'Emeka était rauque. « Je ne veux pas vous faire de mal. » Approchez et finissons en. Les premières semaines furent mécaniques. Emeka venait 2 fois par semaine, toujours à la nuit tombée. Il accomplissait ce qui lui était demandé avec une efficacité distante, comme s'il accomplissait n'importe quelle autre tâche. Deborah subissait, les yeux fermés, comptant les minutes jusqu'à ce que ce soit terminé. Aucun d'eux ne parlait. Quand c'était fini, Emeka repartait en silence. James vérifiait chaque matin si sa femme montrait des signes de grossesse. Il interrogeait la vieille Mama Ruth, la sage-femme de la plantation, qui examinait Deborah avec un regard qui en disait long. Mama Ruth savait. Elle ne posait pas de questions, mais elle savait. Le premier mois passa sans résultat. Puis le deuxième. James devenait de plus en plus tendu. Et si Deborah était vraiment stérile, et si tout cela ne servait à rien, il augmenta la fréquence des visites. 3 fois par semaine, puis 4. C'est au cours du 3e mois que quelque chose changea. Un soir, alors qu'Emeka arrivait comme d'habitude, Deborah l'arrêta avant qu'il ne s'approche du lit. « Attendez, je ne peux plus faire semblant que vous n'êtes pas une personne. » Emeka la regarda, surpris. « Parlez-moi, dites-moi quelque chose. N'importe quoi. Je ne supporte plus ce silence. » « Que voulez-vous que je vous dise, madame ? Votre nom. Votre vrai nom, pas celui que mon mari utilise. D'où venez-vous? Comment êtes-vous arrivé ici, là ?» Emeka hésita. Puis, lentement, il commença à raconter. Il était né libre, dans un village du Bénin. Son vrai nom était Emeka, ce que James avait conservé par hasard. À 8 ans, des marchands d'esclaves avaient attaqué son village. Ils l'avaient enchaîné avec d'autres enfants, entassé dans un bateau pendant 3 mois de traversée où beaucoup étaient morts. Il avait été vendu à une plantation de Caroline du Sud, puis racheté par le Quaker qui lui avait appris à lire. Deborah l'écouta, fascinée malgré elle. Pour la première fois, elle voyait Emeka non pas comme un outil qu'on utilisait, mais comme un homme avec une histoire, des souvenirs, des douleurs. « Je suis désolé pour tout ça. Ce n'est pas votre faute, madame. Si. J'accepte ce système. Je vis de votre travail. Je ferme les yeux sur les horreurs que mon mari commet. Les conversations devinrent une habitude.
Avant d'accomplir ce pourquoi il venait, Emeka et Deborah parlaient. Elle lui racontait son enfance à Norfolk, ses rêves de jeune fille, ses désillusions maritales. Il lui parlait de l'Afrique, des chants de sa mère, des couchers de soleil sur la savane qu'il n'oublierait jamais. Une intimité dangereuse se tissait entre eux. Une intimité qui dépassait largement ce que James avait prévu. Le 4e mois, Mama Ruth confirma ce que tout le monde attendait. Deborah était enceinte. La nouvelle se répandit dans la plantation comme une traînée de poudre. Les esclaves se réjouissaient pour la forme, sachant qu'un héritier signifiait la stabilité de leur situation. James exulta. Il organisa un dîner pour annoncer la nouvelle aux notables du comté. Edward reçut une lettre où James ne pouvait cacher sa satisfaction. Mais contrairement à ce qui avait été convenu, James ne mit pas fin aux visites d'Emeka. Il prétexta que la grossesse devait être consolidée, que les premiers mois étaient fragiles. En réalité, quelque chose le troublait. Il avait remarqué des changements chez Deborah. Elle souriait davantage. Elle avait retrouvé de l'éclat, et ces transformations coïncidaient avec les soirs où Emeka venait. James commença à espionner leurs rencontres avec plus d'attention. Ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. Il ne se contentait plus d'accomplir l'acte nanécanique qu'il avait orchestré. Il parlait. Il riait parfois. Deborah touchait le visage d'Emeka avec une tendresse qu'elle n'avait jamais montrée à son mari. Et Emeka la regardait d'une façon qu'aucun esclave ne devait regarder une femme blanche. James attendit, observa, accumula les preuves de cette trahison. Car c'était bien une trahison, pas simplement la réalisation de son plan ignoble, mais quelque chose de bien plus dangereux. Des sentiments. Une connexion humaine qui balayait toutes les barrières que la société avait érigées. Un soir de juillet, alors que la chaleur étouffante transformait la Virginie en fournaise, James fit irruption dans la chambre de Deborah, au moment où Emeka s'apprêtait à partir. Ils étaient habillés, mais l'intimité de la scène était évidente. Deborah avait les joues roses. Emeka se figea. « Alors c'est ça, vous croyez que je ne vois rien ?» La voix de James tremblait de rage contenue. « Tu as oublié ta place, esclave ?»« Maître, je... » « Silence !» James se tourna vers Deborah. « Et toi? Tu es tombée amoureuse de lui? De ce nègre? Ne l'appelle pas comme ça. Je l'appelle comme je veux. C'est ma propriété. Et toi, tu es ma femme. Je ne t'appartiens pas, James. » Le coup partit avant qu'elle puisse l'éviter. La gifle résonna dans la chambre. Deborah porta la main à sa joue, les yeux brillants de larmes et de colère. Emeka fit un pas en avant, instinctivement, pour la protéger. James le repoussa violemment. « Dehors, retourne dans tes quartiers, et si tu approches encore de ma femme sans mon autorisation, je te fais fouetter jusqu'à l'os. » Emeka partit, non sans avoir jeté un dernier regard à Deborah. Un regard qui disait tout ce qu'il ne pouvait exprimer. Les semaines suivantes furent un enfer surveillé. James interdit à Deborah de quitter sa chambre sans escorte. Il plaça des domestiques qu'il savait loyaux pour la surveiller en permanence. Emeka fut assigné au champ, loin de la maison principale. James voulait les séparer, briser ce lien qui le narguait. Mais l'amour, même dans les pires conditions, trouve toujours des chemins. Les esclaves de la plantation, témoins silencieux du drame qui se jouait, devinrent des messagers. Des mots griffonnés sur des bouts de papier passaient de main en main. Deborah apprit qu'Emeka pensait à elle. Emeka découvrit que Deborah portait son enfant avec fierté et non plus avec honte. En septembre, Deborah accoucha d'un garçon, un magnifique bébé au teint café au lait que James s'empressa de présenter comme son fils légitime. Il l'appela Thomas, comme son propre père. La ressemblance avec Emeka était évidente pour quiconque avait des yeux, mais personne n'osait le dire à voix haute. Dans le sud de 1839, certaines vérités restaient muettes par convenance. Deborah regarda son fils et y vit Emeka. Chaque trait du visage du bébé lui rappelait l'homme qu'elle aimait et qu'on lui avait arraché. Elle demanda à voir Emeka, ne serait-ce qu'une fois. James refusa catégoriquement. L'enfant était né, l'héritage était sauvé. Il était temps de refermer ce chapitre honteux. Tu l'oublies, tu reprends ta vie de femme respectable, et tu ne prononces plus jamais son nom. Mais Deborah ne pouvait pas oublier. Chaque nuit,
Elle pensait à Emeka dans ses quartiers d'esclaves. Chaque jour, elle regardait son fils et imaginait l'homme qu'il deviendrait, portant en lui le sang d'un père qu'il ne connaîtrait jamais. James croyait avoir repris le contrôle. L'enfant grandissait, l'héritage était sécurisé, Edward avait cessé ses visites. Mais sous la surface de Fortune's Rest, une tempête se préparait. Deborah était devenue une femme différente. La jeune bourgeoise naïve avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait compris les véritables rouages du pouvoir et de l'oppression. Elle voyait maintenant les esclaves comme des êtres humains enchaînés, et parmi eux se trouvait l'homme qu'elle aimait, réduit à l'esclavage, alors que leur fils dormait dans un berceau d'acajou. Elle commença à planifier en secret. Une seule erreur les condamnerait tous. Pendant des semaines, elle subtilisa de l'argent dans les coffres de James, quelques pièces à la fois. Elle cacha des provisions sous les lattes du plancher. Des vêtements chauds, du pain sec, des fruits séchés. Par l'intermédiaire de Mama Ruth, qui risquait le fouet, Deborah fit passer des messages à Emeka. Le plan était simple. Il fuirait vers la Pennsylvanie où l'esclavage était aboli. Là-bas, il pourrait vivre libre. Thomas grandirait en connaissant son véritable père. Emeka répondit qu'il était prêt. Il avait enduré 4 mois de travail éreintant dans les champs, fouetté 2 fois pour avoir levé les yeux vers la maison. Ils n'avaient plus rien à perdre. Ils choisirent une nuit sans lune de novembre. Le froid était déjà mordant. James était parti pour Richmond régler des affaires. Il ne reviendrait que dans 3 jours. C'était leur fenêtre. Deborah attendit minuit passé. Elle emballa Thomas dans des couvertures épaisses. Le bébé dormait profondément. Elle fourra dans un sac les provisions, l'argent, quelques bijoux. Son cœur battait fort. Elle descendit l'escalier avec une lenteur infinie, évitant les marches qui grinçaient. Emeka l'attendait près des écuries. Il avait volé 2 chevaux et les avait scellés. Quand il vit Deborah avec l'enfant, quelque chose brilla dans ses yeux. De l'espoir. « Tu es sûr? Une fois parti, il n'y aura pas de retour possible. »« Je suis sûr. Je préfère mourir libre avec toi que vivre en cage. » Ils montèrent en selle et s'enfoncèrent dans la nuit. Le plan était de rejoindre la rivière James, de la suivre vers le nord jusqu'à la frontière. Avec de la chance, ils auraient 2 jours d'avance. Mais la chance n'était pas de leur côté. Le palefrenier, un vieil esclave nommé Jacob, avait été réveillé par le hennissement des chevaux. Il avait vu 2 silhouettes s'éloigner et reconnu Emeka. Au petit matin, pris entre la loyauté et la peur du fouet, il informa le contremaître. Le contremaître envoya immédiatement un messager à Richmond. James reçut la nouvelle alors qu'il déjeunait avec son avocat dans un restaurant élégant. La rage qui l'envahit fut si violente qu'il renversa la table. Sa femme s'était enfuie avec son esclave, avec son héritier. Il loua immédiatement les services d'une bande de chasseurs d'esclaves réputés pour leur efficacité brutale. Ces hommes, accompagnés de molosses dressés à traquer la chair humaine, pouvaient retrouver n'importe quel fugitif. Deborah, Emeka et Thomas avaient parcouru près de 60 miles quand les aboiements résonnèrent derrière eux. C'était le 2e jour. Ils étaient dans une forêt dense, leurs chevaux épuisés. Thomas pleurait sans arrêt, affamé et transi de froid. Deborah sentit son sang se glacer quand elle entendit les chiens. « Continue sans moi », dit Emeka en arrêtant son cheval. « Je vais les retenir. Prends Thomas et cours. » Non. Deborah serra son fils contre elle. « Nous restons ensemble, quoi qu'il arrive. » Ri. Les chasseurs les encerclèrent en moins d'1 heure. 6 hommes armés avec leurs molosses qui grondaient, la bave au croc. Emeka descendit de cheval et se plaça devant Deborah et l'enfant, les poings serrés, prêts à se battre. Mais l'un des chasseurs le frappa par surprise à la tempe avec la crosse de son fusil. Le coup résonna. Emeka s'effondra dans la boue, le sang coulant de sa tête. Ils furent ramenés à Fortune's Rest, enchaînés comme des criminels. Le voyage de retour dura 2 jours pendant lesquels on ne leur donna presque rien à manger ni à boire. Thomas pleurait constamment. Deborah, les mains liées, ne pouvait même pas le bercer correctement. James les attendait sur le perron de la maison, entouré de ses contremaîtres. Son visage était un masque de rage froide.
Quand ils descendirent des chevaux, il s'avança vers Déborah et lui arracha Thomas des bras avec une violence brutale. « C'est mon fils, mon héritier. Tu n'avais pas le droit. Il n'est pas à toi, James. Il est à nous, à Emeka et moi. » La gifle claqua avec une violence inouïe. Déborah tomba dans la poussière, la joue en feu, le goût du sang dans la bouche. Emeka tenta de se jeter sur James malgré ses chaînes. Les contremaîtres le plaquèrent au sol, lui enfonçant le visage dans la terre. Enfermez-la dans sa chambre, doublez la garde. Personne ne lui parle, personne ne la voit. Puis James se tourna vers Emeka avec un sourire terrifiant. « Quant à toi, tu vas comprendre ce qui arrive quand un esclave ose toucher une femme blanche. » Le chêne centenaire, qui se dressait au centre de la plantation, avait vu beaucoup de choses en 300 ans. Des mariages, des baptêmes, des fêtes. Mais ce matin de novembre 1839, il allait servir de gibet. James fit rassembler tous les esclaves. 120 hommes, femmes et enfants contraints d'assister à ce qu'il appelait une leçon. Emeka fut traîné jusqu'à l'arbre, les mains liées dans le dos. Son visage tuméfié témoignait des coups reçus, mais ses yeux restaient défiants. « Que tout le monde voie ce qui arrive à ceux qui oublient leur place !» cria James. « Cet homme a osé séduire ma femme, il a osé s'enfuir avec elle et mon fils. La loi me donne le droit de le punir comme je l'entends. » Mama Ruth pleurait en silence. Les autres esclaves gardaient la tête baissée. Ils savaient qu'aucune protestation ne sauverait Emeka. Certains priaient. D'autres serraient leurs enfants contre eux pour leur épargner la vue de ce qui allait suivre. Dans sa chambre verrouillée, Déborah entendait les cris de James. Elle se précipita à la fenêtre. Quand elle vit Emeka sous l'arbre, la corde autour du cou, son monde bascula. Elle martela la porte de ses poings. « Non, James, non, je t'en supplie !» Personne ne lui répondit. Les domestiques qui gardèrent sa porte avaient reçu l'ordre de l'ignorer. Emeka leva les yeux vers la fenêtre de Déborah. Il ne pouvait pas la voir, mais il savait qu'elle était là. Ses lèvres formèrent des mots silencieux. « Je t'aime ». La trappe s'ouvrit. Le corps d'Emeka se balança dans le vide. Le craquement sinistre de sa nuque résonna sur la plantation. Déborah s'effondra au pied de sa porte en hurlant. Un hurlement animal, primitif, qui venait du plus profond de son être. James laissa le corps suspendu toute la journée. Un avertissement, une démonstration de pouvoir. Quand le soleil se coucha, il ordonna qu'on enterre Emeka dans le cimetière des esclaves, sans cérémonie, sans pierre tombale. Les jours suivants, Déborah refusa de manger. Elle restait prostrée dans sa chambre, serrant Thomas contre elle. L'enfant sentait la détresse de sa mère et pleurait sans cesse. James venait la voir chaque soir, tentant de la raisonner. Il fallait que ça se passe ainsi. Tu le comprends, il n'y avait pas d'autre solution. Déborah ne répondait pas. Elle le regardait comme on regarde un étranger. Un monstre. Tu te remettras. Avec le temps. Nous reprendrons notre vie normale. Thomas grandira. Dans quelques années, tout cela ne sera qu'un mauvais souvenir. Mais Déborah savait qu'elle ne se remettrait jamais. Chaque fois qu'elle regardait son fils, elle voyait Emeka. Chaque nuit, elle revivait le moment où la corde s'était tendue. James avait tué plus qu'un homme ce jour-là. Il avait tué toute possibilité d'avenir pour elle. Une nuit, pendant que James dormait dans sa propre chambre, Déborah se mit à écrire. Les mots coulaient sur le papier, libérant tout ce qu'elle avait gardé enfermé. Elle raconta tout. Le plan monstrueux de James pour engendrer un héritier. Son utilisation d'Emeka comme reproducteur. L'amour qui était né malgré les circonstances horribles, la fuite, le meurtre. Elle écrivit pendant des heures, remplissant page après page de son écriture fine et précise. Quand elle eut terminé, l'aube pointait. Elle cacheta la lettre et soudoya une servante avec les dernières pièces qu'elle possédait. « Porte ça au journal de Richmond, le Virginia Gazette. Dis-leur que c'est urgent, une dame en détresse qui veut dire la vérité. » La servante, une jeune esclave nommée Sarah, connaissait les risques. Si James découvrait ce qu'elle faisait, elle serait fouettée. Mais elle avait aimé Emeka comme un frère. Elle prit la lettre.
Déborah retourna dans sa chambre. Elle prit Thomas dans ses bras, le serra contre son sœur, son beau bébé au teint café au lait, fruit d'un amour impossible. Elle lui chanta une berceuse que sa propre mère lui chantait autrefois. Puis elle sortit le flacon qu'elle avait caché depuis des semaines. Du laudanum, un opiacé que les médecins prescrivaient pour les douleurs. Elle en avait accumulé assez pour accomplir ce qu'elle devait faire. Si nous ne pouvons être libres ici, nous le serons avec Emeka. Elle avala le liquide amer. Puis, avec des larmes coulant sur ses joues, elle en fit boire quelques gouttes à Thomas. Le bébé grimaça mais avala. En quelques minutes, ses pleurs cessèrent, ses yeux se fermèrent paisiblement. Déborah s'allongea sur son lit, Thomas endormi contre elle. La douleur dans sa poitrine grandissait. Mais elle souriait. Bientôt, ils seraient tous réunis. Loin de cette maison. Loin de James. Libre. Le matin, quand une domestique entra avec le petit déjeuner, elle trouva Déborah et Thomas sans vie, serrés l'un contre l'autre dans une étreinte éternelle. Ses cris alertèrent toute la maisonnée. James accourut. Quand il vit la scène, il tomba à genoux. « Non, 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 Déborah, qu'as-tu fait ?» Mais il était trop tard. Sa femme et son héritier étaient morts. Tout ce pourquoi il s'était battu, tous les crimes qu'il avait commis, tout cela ne servait plus à rien. Une heure plus tard, alors que James était encore prostré dans la chambre mortuaire, un cavalier arriva de Richmond. Il apportait l'édition du matin du Virginia Gazette. La première page était entièrement consacrée à une lettre, la lettre de Déborah. Le scandale éclata instantanément. L'histoire de James Emerson, le planteur respectable qui avait forcé sa femme à coucher avec un esclave pour préserver son héritage. Le meurtre d'Emeka. La fuite désespérée. Le suicide final. Chaque mot était là, noir sur blanc, lu par tout le comté. Les voisins arrivèrent. Pas pour présenter leurs condoléances, mais pour voir de leurs propres yeux l'homme dont le journal parlait. Certains crachaient par terre en passant. D'autres se contentaient de le dévisager avec dégoût. Edward, le cousin, se présenta le lendemain avec son avocat. L'héritage lui revenait de droit. Thomas était mort. Il n'y avait plus d'héritier Emerson. La clause du testament s'appliquait enfin. « Tu as tout perdu, James. Fortune's Rest n'est plus à toi. » James ne répondit pas. Il était assis dans son bureau, la bouteille de whisky à moitié vide devant lui, le journal ouvert sur ses genoux. Il relisait encore et encore les derniers mots de Déborah. « Si nous ne pouvons être libres ici, nous le serons avec Emeka. » Dans les jours qui suivirent, James sombra. Il ne dormait plus, ne mangeait plus. Il errait dans la maison vide, hanté par les fantômes de ceux qui l'avaient détruit. Il voyait Emeka dans chaque recoin, entendait les pleurs de Thomas la nuit. Les esclaves de Fortune's Rest, vendus aux enchères par Edward, qui liquidait rapidement la propriété, racontèrent l'histoire pendant des générations. L'histoire du maître qui avait voulu défier la nature, qui avait utilisé les êtres humains comme des pions, et qui avait tout perdu. L'histoire de Déborah, la femme blanche qui avait choisi la mort plutôt que de vivre sans l'homme qu'elle aimait. L'histoire d'Emeka, l'esclave qui avait trouvé l'amour dans les pires circonstances et qui l'avait payé de sa vie. Quant à James, il finit ses jours dans un asile de Richmond. Les médecins parlaient de mélancolie aiguë, de folie causée par le chagrin. Mais ceux qui le visitaient savaient la vérité. James n'était pas fou de chagrin, il était fou de culpabilité. Chaque nuit, il hurlait les mêmes mots. « Je suis désolé, pardonnez-moi. » Mais les morts ne pardonnent pas. Ils hantent. Et James Emerson fut hanté jusqu'à son dernier souffle, en 1847, seul dans une cellule capitonnée, suppliant des fantômes qui ne lui répondaient jamais. L'histoire du mari impuissant de Virginie devint une légende sombre dans le Sud. Un avertissement sur les dangers de l'orgueil, de la cupidité et du système d'esclavage lui-même. Certains planteurs, confrontés à la même clause testamentaire que James, se souvinrent de son destin et trouvèrent d'autres solutions. D'autres ignorèrent l'avertissement et répétèrent les mêmes erreurs. Mais jamais plus personne ne prononça le nom d'Emerson à Fortune's Rest. La plantation fut rebaptisée, reconstruite, transformée.
Comme si effacer le nom pouvait effacer les crimes. Comme si le silence pouvait enterrer la vérité. Pourtant, dans le cimetière des esclaves, une petite pierre apparut un jour. Personne ne sut qui l'avait placée là. Elle portait simplement un nom gravé. Emeka. Et en dessous, 3 mots. Mort libre. 1839.